Sans agronomie, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire d'économie demain, c'est sûr et certain. Si vous ne caractérisez pas correctement votre sol, c'est même pas la peine. Si l'outil mécanique passe dans une parcelle, c'est uniquement pour favoriser la production de biomasse racinaire. Si vous n'avez pas de mauvaises herbes dans le champ, vous avez zéro mycorhisation. Vous avez une diminution du pool de mycorhisation de l'ordre de 30% tous les 2 mois. Je suis passé de 4 cultures à 17 cultures récoltées. Ma meilleure année comptablement parlant, c'est 2017. Et pourtant, il n'y a pas eu de rendement intéressant. Vous transitez. Il ne s'agit pas de passer de la charrue au semoir à semi-direct sans réfléchir aux conséquences sur le sol. Avec les couverts végétaux, il faut considérer ça comme une nouvelle culture. 3 thématiques un peu dans cette comment réussir cette transition économique en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire les leviers et les contraintes. J'ai pu faire des comparatifs de coûts et réellement des thématiques sur la transition. Vous allez voir au fur et à mesure. Pour moi, il y a toujours, si on parle de transition économique, elle doit être liée et complètement liée à la transition agronomique. C'est ma spécialité, je suis nul en économie. Et heureusement qu'en agronomie, je me démerde un peu, ce qui fait que ça me permet aussi de faire des économies. Sans agronomie, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire d'économie demain, c'est sûr et certain. Et le contraire est peut-être aussi vrai également. En préambule, c'est quelques éléments que vous avez déjà vus, notamment c'est ce questionnement qui est d'expérimenter chez soi. Pourquoi doit-on expérimenter chez soi? Tout simplement, vous avez une image ici où vous avez différents pH du sol avec une culture de luzerne et qu'on voit en fonction du pH du sol que la luzerne s'exprime ou pas. Ça vous montre que sur une seule et même image, dans une seule et même parcelle, un élément qui varie, ici un élément, une caractéristique chimique qui est le pH du sol, son taux d'acidité, en fait, vous avez une hétérogénéité de la réponse des cultures à une seule caractéristique du sol. Donc c'est pour ça que j'aime bien présenter cette image-là, et vous l'avez déjà vue, mais voilà, je vous la remontre encore. C'est bien pour spécifier pourquoi il faut expérimenter chez soi. Je ne vous demande pas de monter un labo R&D, mais en soi, il faut tester. Et je vous ai entendu dans la formation dire à plusieurs reprises, oui, je vais essayer une petite surface, un petit truc dans mon jardin, etc. Et c'est ça qui est important. Quelques points. On fait attention à l'agriculture version YouTube. YouTube, c'est bien, ça montre des belles choses, etc. Mais ça reste YouTube. L'indépendance vis-à-vis des tiers qui sont plutôt gourmands. C'est-à-dire qu'on essaye de garder un peu d'indépendance et le soleil brille, mais il n'y en a qu'un seul soleil qui brille. Donc, dès qu'on va vous dire que c'est un miracle, que ça va vous faire gagner l'argent, il y a souvent un loup derrière. Et puis, voilà, l'idée d'avoir ce que je disais, un mini pôle R&D, on peut même de 0,1% de votre chiffre d'affaires, ça fait rien, ça fait avancer et ça permet de vous rassurer pour la suite dans divers essais que vous pourriez mener. Voilà, moi j'ai un leitmotiv, c'est si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Donc c'était en 2017 ou 2018, ma petite moissonneuse d'expérimentation. Semi-direct, couverts végétaux ou encore approche redox, nos formateurs vous livrent leur expertise dans des formations 100% finançables Vivea. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Il fallait le faire, des essais protéines dans du blé, si je me souviens bien. Une deuxième aparté, après le fait de vous dire de vraiment tester chez vous, c'est aussi de chercher à gagner sur tous les tableaux. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas prendre en compte tous les paramètres. Et quand je dis tous les tableaux, c'est ces 3 tableaux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est paysan, il faut avoir bien cette notion de recyclage en tête, que l'agro-système, je ne l'appelle pas un écosystème, mais l'agro-système, le système agricole, il doit être le plus recyclable possible. On doit capitaliser au maximum. Alors j'entends pas financier,
en soi, on devrait capitaliser aussi financièrement, mais au niveau du sol, on doit capitaliser. Et on est des producteurs de biomasse. On doit tout mettre en œuvre pour produire de manière économique, capitalistique et dans un cercle vertueux de recyclage, le maximum de biomasse possible. Par exemple, le recyclage, si on prend ces couverts d'interculture, où on a la quantité d'azote à 90 cm, donc en profondeur, susceptible d'être lessivée et sortie du système, sortie de l'agrosystème, on voit bien que le sol nu, qui est cette courbe-là, vous avez un pic de 160 unités qui est là, prête à sortir du système. À moins qu'il y ait des racines à 1 mètre de profondeur, pour capter ces unités d'azote, vous pouvez dire au revoir aujourd'hui, au cours actuel, à 160 € de l'hectare. Vous comprenez? On ajoute une interculture, il y a 100 unités de moins lâchées dans la nature. Dans quelques semaines, ça va être les déclarations d'imposition sur le revenu. Dame Nature ne fait pas crédit d'impôt. Vous lui faites un don de 100 unités d'azote, vous n'avez pas de crédit d'impôt en face. Au niveau capitalisation des sols, on entend beaucoup la matière organique, par exemple. La matière organique, oui, c'est le moyen de capitaliser. Vous ne pouvez pas jouer sur l'argile, par exemple, pour agrandir votre frigo de sol. Vous ne pouvez pas jouer sur l'argile parce que, typiquement, la texture de votre sol, c'est la texture de votre sol et elle est inhérente à votre sol tout au long de votre carrière. Par contre, on peut faire en sorte de capitaliser en matière organique, tout ça pour gagner en résilience. Pourquoi gagner en résilience? C'est les travaux, notamment, on en a parlé ce midi, mais c'est les travaux il y a des travaux des agroclimatologues, et notamment, je pense à Serge Zaka, qui montrent très bien le déplacement de différentes cultures avec les changements climatiques qui s'augurent dans les 100 prochaines années. On a là, typiquement pour l'olivier, on se rend compte qu'à partir des années 2040, moi je vais commencer à pouvoir en faire. Alors que dans les années 60, on n'y pensait pas. Donc ça, c'était la capitalisation, c'était le recyclage. Et la biomasse, c'est ça. La biomasse, c'est comment je fais en sorte de prendre mes panneaux phytovoltaïques, mes plantes, comment je fais en sorte de maximiser leur surface. C'est ce qu'on appelle le LER, le land équivalent ratio, là, ici. Là. Donc c'est voilà, ce système-là. On étage les arbres avec les cultures. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'agroforesterie pour améliorer les choses. Et c'est vrai. Si on arrive à exploiter ça en culture et ça, on a un LER supérieur à ça, plus ça à côté, etc., etc. Et donc, on est des producteurs, en tant qu'agriculteurs, on est des producteurs de biomasse. OK, donc ça, c'était les préambules. Et donc, maintenant, attaquons les contraintes et les leviers de la transition. Les leviers, c'est comment je fais pour maximiser mes marges. Et les contraintes, c'est comment je fais pour minimiser mes marges. Les deux sont intimement liés. Les transitions actuelles vont se faire différemment des transitions passées. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre en exemple quelqu'un qui est passé au semi-direct dans les années 2000. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le climat, c'est une espèce d'accélérateur. Et en soi, ça a beau être un accélérateur pour plein de choses, pour le réchauffement, pour plein de choses, il y a une espèce de dérèglement qui est là, qui fait que les transitions sont beaucoup plus longues que les transitions auparavant. Il ne faut pas se leurrer. Il va toujours y avoir une année de merde où vous n'allez pas pouvoir faire le plan établi comme ça aurait pu l'être. Et donc, c'est ça qui va faire en sorte de ralentir cette transition, malheureusement.
Vous avez le droit de vous tromper. Ça arrive à tout le monde, même les meilleurs qui labourent se trompent. La différence entre moi qui me trompe, qui fait une erreur, et un laboureur, c'est que le laboureur, il va dire c'est la faute à pas de chance ou c'est la faute du climat. Et de moi, si je me trompe, ça va être de la faute de ma technique. C'est tellement ancré la mécanisation. Vous savez, hein, si la mécanisation était le premier, si la charrue était le premier désherbant, parce que c'est ce qu'on nous vante, hein, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus une seule mauvaise herbe en France. Vu le nombre de fois où les socs où les versoirs sont passés dans les parcelles, je ne comprends pas qu'il reste encore des mauvaises herbes. Parmi ce chapitre de contraintes et leviers, il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous mettiez en œuvre, c'est prioriser vos axes de travail. Ne pas vous perdre dans différentes choses. Tout ça afin d'optimiser le technico-économique, tout ça en étant lié à des contraintes dans l'environnement, social, politique, écologique, sociétal, ce que vous voulez. Donc ne leurrez-vous pas, ça va prendre du temps, et chaque ferme est unique, et donc il faut que vous observiez, que vous faites comme cette formation, que vous puissiez aller voir d'autres fermes, mais il ne faut pas copier-coller. Si vous copiez-collez, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que vous adaptiez ça à votre système. Dans la priorisation des axes de travail, je vous l'avais déjà montré, cette fameuse, vous savez, hein, c'est la fameuse pyramide. En premier, on rétablit les grands équilibres du sol. En deux, on regarde la biologie, les plantes, comment ça, la rotation, les couverts, comment l'assolement peut se faire. En trois, on réfléchit à optimiser nos itinéraires techniques. Et en quatre, on s'amuse le dimanche après-midi quand on a encore du temps. Franchement, c'est dans cet ordre-là que vous ferez le moins d'erreurs, que vous pourrez optimiser le mieux et que vous allez transiter, même si on transite toute sa vie, il ne faut pas se cacher non plus, que vous allez transiter le plus vite possible. Pourquoi je vous dis cet ordre-là ? Parce que, tout simplement, dans les facteurs de rendement d'une culture, vous avez trois invariables, l'eau, le rayonnement, la température. Aujourd'hui, à part être sous serre pour jouer sur la température et le rayonnement, c'est compliqué. L'eau, on peut essayer d'y jouer à la marge selon ses pratiques, selon différentes choses, mais ça reste compliqué. La priorité 1, qui est les grands équilibres du sol, va jouer sur le facteur 2, 3, 4 et 5 facteurs de rendement, le quatrième et le cinquième facteur de rendement, c'est-à-dire la porosité et de quelle manière on met la graine, le plant, dans les meilleures conditions possibles pour partir comme une fusée et faire une production de biomasse maximum. Le 2, c'est le sixième facteur de rendement, et c'est juste ma priorité 2. C'est le sixième facteur de rendement. C'est le choix variétal. Telle espèce, telle variété, voilà. Ça fait partie des facteurs de rendement. C'est le sixième facteur, crescendo. Et enfin, l'optimisation des itinéraires techniques, la priorité 3, ne commence qu'à septième facteur de rendement, huitième facteur de rendement. L'azote reste parmi le septième facteur de rendement. Il y en a 6 avant qu'il faut s'occuper. En fait, on se prend la tête sur l'azote, mais c'est pas qu'il sert à rien, c'est que c'est pas prioritaire. Et donc, ça c'est résumé sur cette pyramide que vous avez déjà vue au préalable. Hein, c'est un comparatif avec la pyramide de Maslow pour l'être humain, où on a des besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et ben, on fait la même chose on peut faire la même chose avec le sol et nos cultures et nos parcelles, etc. Dans cette transition, on base les priorités sur le sol, les végétaux, ensuite les itinéraires techniques. Ces trois-là sont liés. Et le dimanche après-midi, on peut faire un peu de loisirs, de choses alternatives. Dans votre transition, vous allez mettre priorité 1 et 2 qui vont s'équilibrer au départ d'un point de vue économique
avec les priorités 3 et 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être en enlever la priorité 3, essayer de comment on fait pour diminuer les charges en optimisant les itinéraires techniques, pour pouvoir basculer des choses pour rétablir les axes de travail numéro 1 et 2. On va le voir par plusieurs exemples par la suite. Et après, post-transition, on peut mettre le paquet, parce que normalement, post-transition, la priorité 1, votre sol, il est acté, quoi. Et donc, on va se concentrer sur le végétal pour maximiser la biomasse et optimiser encore les itinéraires techniques pour dégager de la marge. Je n'ai jamais mis en gras la priorité 4. Alors, on va les voir plus au cœur. Donc, dans rétablir les grands équilibres de sol, j'entends par là la structure, les amendements et les équilibres chimiques, et la gestion de l'organique. Je vous mets un gros point d'attention. Il n'y a pas d'impasse possible pour ces trucs-là. On l'a fait hier matin sur le terrain. On regarde, on en a parlé, beaucoup, etc. Avant de parler de savoir je choisis tel produit ou tel truc, si vous ne faites pas ça, si vous ne caractérisez pas correctement votre sol, c'est même pas la peine. Vous allez perdre de l'argent, du temps, de l'énergie et jusqu'à des fois vous dégoûter d'autres choses. Vraiment vous fixez là-dessus. Et si il faut faire des charges initialement, c'est pour cette priorité-là. S'il y a des choses à investir, ce n'est pas dans de la poudre de perlimpinpin, mais c'est dans des choses réellement utiles pour régler, pour rééquilibrer cette priorité-là. La structure du sol. En fait, j'aime bien la notion de structure de SDD et de SDI. Structure à durée déterminée, SDD, c'est comme un CDD et un CDI. Et structure à durée indéterminée. Le biologique, c'est la structure à durée indéterminée. Une galerie de vers de terre dans un sol qui se tient avec une texture plutôt argileuse. Une galerie de vers de terre peut tenir 7-8 ans. C'est-à-dire que vous avez un espèce de tuyau de drainage vertical, si c'est une galerie d'anessique, pendant 7-8 ans, en vertical. Ça évacue trop d'eau. Tout ce qui va être mécanique, c'est du SDD. Ça a une durée déterminée. Donc, les outils mécaniques, il ne faut pas les rejeter pour autant. Ils sont juste là pour aider la biologie. Si l'outil mécanique passe dans une parcelle, c'est uniquement pour favoriser la production de biomasse racinaire. Et donc, du coup, de biomasse végétale. Là, on voit la surface du sol sur cet exemple-là par rapport à là. C'est deux cultures sarclées identiques. Ce n'est pas les deux mêmes façons de travailler. Moi, je préfère que vous soyez dans cette situation-là que là. Là, on voit bien qu'il y a une espèce de battance dans l'interrang. Et donc, du coup, comme il y a de la battance dans l'interrang et de la lumière, la nature, elle met en place des dispositifs pour protéger son sol. Parce qu'elle, comme elle ne fait jamais crédit d'impôt, qu'est-ce qui se passe? Elle va se retrouver dans cette situation où on se dit « Attends, il y a des trucs qui se barrent, ça ne va pas. Il faut que je refoute de la biologie. » Elle a une banque de graines inconsidérable. Ce n'est même pas la peine d'essayer de l'épuiser par quelque moyen que ce soit. Il faut juste mettre votre sol dans les meilleures dispositions possibles. Là, cette photo-là, ça a été pris le même jour. 2 sorties de drainage différentes, 2 parcelles différentes. L'eau est plus claire sous une parcelle qui était en semi-direct par rapport à une parcelle qui était en sol travaillé. Qu'est-ce que ça indique ça? C'est-à-dire que tout ce qu'on voit de marron, c'est le meilleur du champ qui se barre, et en fait, on perd de la fertilité du fait de
de ce passage d'outils mécaniques, etc., etc. Et là, avec les 18 mois de flotte qu'on vient de prendre dans la tronche, il y a une énorme quantité de fertilité qui s'est barrée de nos parcelles. Comme il n'y a pas de racines pour retenir, etc., etc. Donc, structure du sol. Comprenez ? Et le mécanique n'est là que pour aider le biologique. C'est sûr que si vous essayez de semer du blé sur du béton, bah autant le décompacter, le fissurer, etc., il a besoin aussi de s'exprimer. Donc si le mécanique va être là pour engendrer plus de biomasse, utilisez-le. S'il n'est pas utile, et s'il va être là pour dégrader la structure, ne l'utilisez pas. Le chimique, il y a 2 points essentiels qui sont le pH. Je ne reviendrai pas sur l'image puisqu'on l'a vu au départ. Donc on voit bien que le pH, et puis les mesures de pH hier matin étaient aussi vraiment... ça permettait d'observer réellement l'état d'acidité de ton sol, Philippe. Et la gestion calcique. Le calcium, je vous ai assez fait le schéma depuis 2 jours. Entre d'un côté, je prends de la matière organique, de l'autre côté, je prends des argiles, toutes les deux chargées négativement. Ça tombe bien, moi je suis un calcium, j'ai 2 charges positives. Je tiens ça, je crée un complexe argilo-humique. La biologie entre là-dedans, ça crée des agrégats, de la porosité en SDI, en structure à durée indéterminée. Et donc, la gestion calcique, je vous ai appris que c'était la cocaïne du sol, ben c'est exactement ça. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, la gestion de l'organique. Alors on entend par organique, il y a les résidus de culture, il y a les apports exogènes et il y a la mycorhisation. En France, il y a une évolution des assolements. On a une diversité de l'assolement qui fait qu'on a moins d'espèces. Toutes les fermes ont moins d'espèces dans l'assolement. Il y a eu notamment un changement avec l'arrivée du colza, en lieu et place beaucoup du tournesol pour la production d'huile, dans les années, je ne sais pas, moi, 60, 70 certainement. Et le colza, il y a une fonction que le tournesol a mais que le colza n'a pas, c'est la mycorhisation possible avec cette plante-là. Qu'est-ce qui se passe? La mycorhisation, c'est, pour schématiser, c'est l'association entre des champignons et les racines des plantes. Je sème un colza à la mi-août, il ne mycorhize pas et je le récolte en juillet et je vais semer un blé derrière dans des repousses de colza qui ne mycorhizent toujours pas. Je vais semer un blé avec un traitement fongicide. Ça ne doit pas trop bien aller avec les mycorhizations, dont je ne connais pas la rémanence. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que entre, admettons, la céréale qui mycorhizait, qui a la possibilité de mycorhizer en N-1, et dont la mycorhisation s'arrête à la maturité, pas à la maturité, mais au déclin vers la maturité, c'est-à-dire, on va dire, au 1er juin, pour schématiser, et le printemps, presque 2 ans plus tard, vous avez, si vous n'avez pas de mauvaises herbes dans le champ, vous avez 0 mycorhisation. Vous avez une diminution du pool de mycorhisation de l'ordre de 30% tous les 2 mois. En fait, s'il n'a rien, s'il n'a pas de support, il ne va pas se multiplier. Donc, dans la gestion de l'organique, dans la gestion même structurale, parce que les mycorhizations, ça permet de structurer vos sols, les agrégats, c'est quelque chose qui est hyper important de prendre ça en ligne de compte. D'où l'intérêt des plans de compagne aussi, qu'on pourrait rajouter là. Ça ferait un pont mycorhizien, ou du moins un délai de retour des mycorhizes dans la parcelle moins long que 20 ou 22 mois. 2 ans sans mycorhize. Donc oui, voilà. Au niveau de du deuxième axe de priorité, c'était, grosso modo, je vais l'appeler caler son assolement. Quelles sont les possibilités de culture, quelles sont mes possibilités de couvert et de plantes de service.
J'entends par plante de service des plantes compagnes, par exemple. Pardon. Et puis, vous m'avez entendu aussi, je ne sais plus si c'est en groupe, oui c'est en groupe ce matin, de parler d'opportunisme. Quand on a un ACS, en fait, on n'est plus dans quelque chose de réglé, de chronométré. On est dans quelque chose de plutôt opportuniste. Il faut saisir la balle au bon très souvent. C'est un exemple, les 2 camemberts, là, c'est chez moi. Dans les possibilités de culture, vous avez l'année 2016 et puis il y a l'année 2017. 2016, j'ai repris la ferme familiale. Comme j'avais une double activité, on a voulu simplifier. On a fait pour moitié de la surface du blé. C'était l'année où il fallait plutôt diversifier son assolement puisque le blé a été mis à l'amende par les conditions climatiques. Je suis passé de... parce que ça devait être les jachères. Je suis passé de 4 cultures à 17 cultures récoltées. Ma meilleure année comptablement parlant, c'est 2017. Et pourtant, il n'y a pas eu de rendement intéressant. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver une diversité de cultures et ça nous fait gagner en résilience. Ça nous fait gagner aussi en productivité, mine de rien. Parce que plus vous allez mettre de diversité, plus vous allez gagner en productivité. Il est certain que les 17 cultures, toutes n'ont pas super bien marché. Mais en soi, en 2016, les 4 cultures, toutes n'ont pas super bien marché. Même pas du tout. Et pourtant, c'était du blé. Donc, diversité. Après, il y a un impondérable, c'est la commercialisation. Il faut voir les possibilités de commercialisation qu'on peut avoir. Ça, il faut faire son enquête de marché, savoir ce que les négoces ou des coopératives ou des tiers autres que l'on ne connaît pas, que l'on va peut-être se créer petit à petit, peuvent faire. Et puis, il faut sauter sur les opportunités aussi. D'accord ? Et le petit attention, il est marrant parce que je vous ai mis attention là aussi à la chance du débutant. Pour la petite histoire, une année, je fais du trèfle incarnat et puis dans l'itinéraire technique, je broie à l'automne parce que je pensais qu'il fallait broyer à l'automne. Mais en fait, il ne faut pas le broyer, le trèfle incarnat. Et sur la fourrière du champ, sur le bout du champ, certainement en réglant mal le broyeur, j'ai broyé trop bas. Donc j'ai un peu scalpé la base du plateau du trèfle incarnat. Voyant ça, au printemps, je dis, je vais remplacer. Il y avait 30 arts, je vais ressemer autre chose. Donc j'ai ressemé du fenugrec. À la moisson, je dis à mon salarié, tu vas aller récolter le fenugrec. Là-bas, je vais t'amener le télescopique pour que tu puisses charger dans un big bag. Oh non, de toute façon, il n'y a rien. Laisse tomber. Et 20 minutes après, il m'appelait, tu peux venir avec le télescopique parce que il y avait, sur 30 arts, il y avait 900 kg de fenugrec. Donc, ça me faisait 3 tonnes de fenugrec à l'hectare. Voyant ça, l'année d'après, j'en fais 3 hectares. Je fais un rendement de 2 tonnes dans une parcelle un peu moins bonne. Je me dis, c'est l'année, etc. 2 tonnes avec le prix de vente qu'on peut faire, ça me correspondait. L'année d'après, j'en fais 9 hectares. Je fais 800 kilos. Donc, il faut faire attention à cette chance du débutant. Il ne faut peut-être pas réitérer et grossir trop vite en se disant « Waouh, ça a super bien fonctionné dans mon jardin, etc. » Et je vais mettre le paquet dessus parce que je vais arriver à sortir une marge économique super importante. Il faut quand même rester prudent un petit peu. J'ai passé un peu de temps là-dessus. Quand on est en ACS, on se dit, c'était la question ce matin, on a pas mal échangé sur le sujet, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les cultures faciles à faire en semi-direct? Je vous les ai un peu résumées ici. Pour moi, en vert, c'est des cultures très faciles à mener en semi-direct.
pour des raisons diverses et variées, mais ça reste des cultures très faciles à semer en semi-direct, à faire en semi-direct. En jaune, c'est possible, sous certaines conditions, notamment si vous avez bien fait attention à la priorité 1 des axes de travail. C'est complètement possible. Et en rouge, à droite, là, c'est pas impossible. Il y en a qui ont essayé, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Pour les possibilités de couvert et plantes de service, il faut rester quand même pragmatique. C'est l'exemple là qui m'avait été partagé par Martin, notamment. C'est que vous ayez 6, 10, 15, 25 espèces dans votre couvert végétal, à un moment donné, la biomasse, ça ne sera pas proportionnel au nombre d'espèces dans le couvert. Donc, partant de là, voilà, à un moment donné, ne vous tracassez pas non plus la tête. C'est bien de diversifier, mais quand on commence, ça ne sert à rien de vouloir être plus royaliste que le roi. Donc, il faut rester pragmatique. On diversifie. J'ai mis un exemple, les févroles. C'est bien les févroles, ça fait des couverts végétaux, c'est une grosse graine, c'est pas bouffé par les limaces. Alors je vais la mettre avec mes colzas en plante compagne, je vais la mettre entre mon couvert machin, et je vais la produire parce que ça fait quand même beaucoup de manutention et quand je l'achète, c'est très cher, donc il faut que je la produise. Et en fait, on se rend compte que la févrole, typiquement, il y a des zones en France où ils ne peuvent même plus mettre un pied de févrole, que ce soit en couvert végétal ou en culture, parce qu'elle est complètement bouffée par des pathogènes du sol ou par la maladie ou parce qu'elle ne supporte plus, quoi. Donc, il faut faire attention avec cette diversification. Par contre, mettre un peu de févrole dans son couvert n'engage à rien. Mais vous comprenez, c'est la part que prennent, si vous faites que des couverts de févrole, à un moment donné, il y a quelque chose qui va mal se passer. Et puis, les couverts ou les plantes de service, ça peut être aussi des opportunités commerciales. Ça peut être des opportunités de diversification dans votre assolement, et ça peut aussi devenir des opportunités commerciales. Les repousses de colza, c'est un couvert gratuit. On a l'image d'un reliquat en dynamique à 3 dates, surtout à 2 dates, à 3 dates, pardon, de juillet à octobre. On voit bien que sur un sol nu, vous avez un relargage de presque 100 unités d'azote, alors que si vous avez des repousses, vous avez toujours moins d'azote qu'initialement. Donc vous avez une économie, vous avez re-rentré dans le système, vous avez évité une perte possible des éléments, là de l'ordre de 40 unités. Je ne sais pas si gratuitement vous pouvez vous passer de 40, 50 euros, équivalent en euros 50 euros aujourd'hui, ou 60 euros même avec le prix de l'azote, mais moi je ne le ferai pas, quoi. Donc l'idée de recyclage, elle doit toujours être là. Et c'est à ça aussi que servent les plantes de service, comme les couverts végétaux ou autres. Les plantes compagnes en colza, à gauche de la photo, le blé est beaucoup plus vert à l'automne qu'à droite, parce que là, le colza avait des plantes compagnes, à droite, il n'en avait pas. C'est-à-dire que les plantes compagnes bien installées, elles ont profité au colza, mais elles profitent aussi au blé qui va suivre. La biomasse en interculture, pendant l'été, c'est des panneaux photovoltaïques qui captent l'énergie solaire et qui transforment ça en énergie pour votre sol, donc qui aggradent votre fertilité globale. C'est dans ce que je vous ai dit qu'il faut cadrer en répondant à ces problématiques agronomiques à court terme, et il y a encore beaucoup à apprendre et à comprendre. Même pour moi, hein, je connais absolument rien aujourd'hui de ce qu'on va être capable de comprendre. Et il faut surtout, je pense, inventer, être créatif, et puis de tester. Pour moi, c'est important de vraiment tester. Partie 3, la priorité 3, on optimise les itinéraires techniques. Alors souvent, vous êtes plus à l'aise parce que ça vous parle plus, mais c'est que la 3e priorité. Ça vous parle plus parce que vous le touchez au quotidien dans votre travail. Et donc, voilà. Alors, de mon côté, je vois l'optimisation des itinéraires techniques sur ces différents points-là. C'est-à-dire réduire les charges de mécanisation, utiliser mieux, utiliser moins,
acheter mieux et utile et vendre mieux. J'utilise moins, j'utilise mieux. Vous voyez? Tout ça, ça doit vous faire dégager une marge supérieure. J'ai envie que tu restes. Donc ces points-là, c'est de la vraie agronomie. Dans l'optimisation des itinéraires techniques, c'est de la vraie agronomie. Si vous voulez optimiser les itinéraires techniques, c'est de la vraie agronomie. On ne peut pas vouloir optimiser son itinéraire si on ne comprend pas le cycle de l'azote, par exemple. Si on ne comprend pas un cycle végétal. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, faites-vous accompagner. Les charges de mécanisation, alors c'est des images tirées de Julien Hérault, là, j'ai plus son conseil agroéquipement. Voilà. Il indiquait, alors sur sa présentation, il indiquait l'augmentation, vous voyez par le graphique, des charges de mécanisation. Donc on est sur un indice des prix par rapport à la SAU. On voit vraiment un pic et vous le ressentez tous sur le terrain, des charges de mécanisation qui augmentent. Et parmi ces charges de mécanisation, c'est la traction et la récolte qui sont prépondérantes. Alors, il avait fait un calcul pour donner une stratégie de dimensionnement de son matériel agricole. Parce que souvent, et moi j'ai l'exemple de quelqu'un, j'avais été quelqu'un que je ne connais pas par ailleurs, mais c'était dans une petite structure qui fabriquait du matériel agricole. Et je vois un énorme déchômeur, mais un truc monstrueux. Il était tellement monstrueux qu'il fallait faire en sorte qu'il soit possiblement découpé en deux, donc vissé, boulonné, séparé en deux, parce qu'il ne rentrait pas dans le bac à peinture de l'entreprise par ailleurs. Ben, je dis, ah non, mais en fait, le truc, il faisait 13 mètres de large. Je dis, bah, qui c'est qui peut... Ah bah, il a augmenté de 40 chevaux la puissance du tracteur. Il avait un déchômeur de 12 mètres. Il a voulu un déchômeur de 13 mètres ou 13 mètres 50. Je dis, waouh, on en est là, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un plus gros tracteur. Donc la stratégie du dimensionnement, elle est horrible. Elle nous mène à des trucs. Et donc, Julien, là, il s'est amusé à calculer ces composantes de dimensionnement. Et c'est intéressant parce que, alors vous allez me dire, c'est pas vrai, parce que donc de 2010 à 2020, il a pris 10 ans et il a regardé les jours où les conditions étaient favorables en semis direct et en labour. Et c'est les jours en vert. Donc les jours du 10 octobre au 10 novembre, donc la période de semis à peu près globale française de semis de céréales d'automne, pendant 10 ans, pendant une décade. Et donc, il s'est avéré que, bah, vous voyez, en vert, il y a quand même beaucoup, hormis l'automne 2010, le mois d'octobre 2019, il y a quand même, et l'automne 2012, il y a 2 années sur 10, donc il y a 20% de chance d'avoir un automne plutôt défavorable, avec un nombre de jours disponibles défavorable. Mais dans 80% des cas, on va pouvoir semer dans des bonnes conditions. On a le temps de semer. Et donc, par un calcul bête et méchant, si on a 150 hectares à semer, avec 12 jours où on peut semer, 10 heures de travail, et on fait une moyenne de 56 hectares par heure et par mètre, on arrive à un semoir de 2,23 mètres. Grosso modo, avec un semoir de 3 mètres, dans 80% des années, on arrive à semer aux dates prévues 150 hectares de céréales. Moi, je trouve ça bien. La moyenne de Ferme France, ça va être combien? Par chez moi, c'est 130 hectares. Par contre, des semoirs de 3 mètres, il n'en reste pas beaucoup. 130 hectares de surface moyenne, ça veut dire qu'à l'automne, il y a moins de 100 hectares à semer. Oh, ça fait réfléchir. Hein. Et puis, il faut rester pragmatique, encore une fois, je vous le remets, ce mot-là. Si on n'a pas réglé les priorités
1 et 2, se lancer en semi-direct, c'est aller au cimetière. Pour l'entreprise, j'entends. Il ne faut pas y aller pour se dire ouais, je vais faire du semi-direct, je vais consommer moins de fuel, j'ai envie de bien faire ou être trop dogmatique. À un moment donné, il faut être catégorique. Si tu n'as pas préparé la priorité 1 et 2, tu vas aller au casse-pipe dans l'optimisation de tes itinéraires techniques. Ça ne va pas aller, il y a un truc qui va mal se passer. En plus, si tu commences l'automne 2023 ou l'automne 2024, bah, tu n'as pas choisi ton année pour commencer. Qu'est-ce que j'indique d'autre? Donc, il faut raisonner ses interventions quand c'est nécessaire. Votre meilleur allié est la bêche. Hier matin, il y avait je ne sais combien de bêches dans le champ. Il ne faut pas hésiter à faire des trous. Martin l'a répété en disant allez à droite, à gauche, pas un seul endroit dans la parcelle. Voilà, sentir. Et pas sentir quand le semoir est dedans, on va voir si ça passe ou pas. Non, il faut descendre du tracteur, y aller, avant d'arriver dans le champ, regarder, est-ce que ça va faire du bon boulot ou pas, j'y vais pas, je réfléchis, est-ce qu'il y a des jours disponibles autres? Si ça se trouve, si j'attends 2 jours et que la météo, enfin, ne se trompe pas, je vais me retrouver dans une situation correcte, voilà, etc. Et toujours avoir en tête, c'était dans le premier paragraphe, que vous devez mettre une graine dans les bonnes conditions. Alors, pour réduire les charges de mécanisation, il faut aussi optimiser les outils. En soi, si demain vous êtes agriculteur, j'entends sur une surface céréalière, admettons, vous avez besoin de 2 trucs. En propre, ou en ETA si vous voulez le faire, mais un tracteur et un semoir. Le reste, ce n'est pas indispensable. Et une moissonneuse, mais ça vous êtes bien obligé. On sème, donc avec un tracteur et un semoir, et on récolte. Ce qui est en vert, c'est l'indispensable. Moi, je pense qu'en jaune, c'est important aussi d'avoir ces outils-là. Et en rouge, il y a peu d'importance. En rouge, il y a peu d'importance. On a le droit de ne pas avoir envie de traiter. C'est possible. C'est vrai que c'est compliqué. Faire du semi-direct sous couvert sans avoir l'outil chimique aujourd'hui, c'est impossible. À moins de faire Avada Kedavra et puis avec un coup de baguette magique, pas facile de tuer des plantes. C'est vrai que si on n'a pas d'épandeur à engrais et qu'on doit apporter de l'engrais, c'est pas évident non plus. Tout ce qui va être déchômeur à disque, pulvériseur, j'en passe et des meilleurs, la charrue, c'est pas indispensable. Le truc, c'est que quand je mets des compacteurs, ça peut être fissurateur, ça peut être... voilà, c'est un outil bien réfléchi pour faire en sorte que la priorité 1, je puisse y accéder dans ma transition. Vous transitez. Il ne s'agit pas de passer de la charrue au semoir à semi-direct sans réfléchir aux conséquences sur le sol. Hier matin, on l'a vu, la gravité fait descendre l'entièreté des éléments. Et à un moment donné, s'il n'y a plus d'équilibre chimique et pouvoir rendre un sol en cohésion, aggloméré en surface, vous bouchez la porosité. Si vous bouchez la porosité, il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans le sol. S'il n'y a plus d'oxygène qui rentre dans le sol, il n'y a plus de respiration possible par les racines. Vous ne cultivez pas du riz ici. Donc voilà, c'est un cercle. C'est ça. Si on réduit le travail du sol et que l'on est sûr, entre guillemets, qu'on n'aura pas de perte sur la production de biomasse, parce qu'on aura réglé ses priorités, sur une carrière, une économie sur l'usure de matériel, donc tracteurs et matériaux de matériel de travail du sol, pardon, on peut diminuer la puissance du tracteur, mais sur une carrière, ça fait quoi? Moins de tracteurs, avec des tracteurs moins puissants, moins d'usure de matériel, etc. Sur une carrière de 40 ans, vous pouvez économiser, selon votre surface, 2-3 tracteurs. Aujourd'hui, on est rendu à presque 1 000 € du cheval
quand vous achetez un tracteur, vous avez capitalisé sur autre chose. Alors, ça c'était le premier point. On réduit les charges de mécanisation. Déjà, on fait des économies, si on réfléchit ça intelligemment. Et le deuxième point, c'est on utilise mieux nos charges productives. Nos engrais, nos phytos, nos semences, notamment les couverts végétaux. On voit que, j'aurais pu le changer, parce que je crois que l'autre fois, je vous avais mis juillet 2024. Mais grosso modo, ça n'a pas baissé. Voilà, les charges, vous voyez, avant c'était tranquille, et puis là, depuis la guerre en Ukraine, malheureusement, on a une volatilité sur le prix des intrants qui est énorme. Pour utiliser mieux, il faut comprendre comment ça fonctionne. Hier matin, on a vu une orge qui était au stade tallage. Dans les meilleures conditions, 40 à 50% de l'azote est efficace. Au stade tallage. C'est ce qu'on appelle le coefficient apparent d'utilisation de l'azote. Stade tallage 40 à 50% d'utilisation, et puis 1 cm 60 à 70%. Dernière feuille étalée, 80, 90% dans le meilleur des cas, etc. La plante n'utilisera jamais 100% de l'azote que vous lui apportez. Quand on cherche de l'efficience azotée, vouloir l'apporter trop tôt ou des conneries qu'on entend avant l'hiver, je balance tout et la nature fera le reste, oui, on balance dans un gros truc, on espère qu'on croise les doigts qu'il n'y a pas une grosse galerie de vers de terre et que ça ne descende pas, qu'il n'y ait pas une partie qui parte ailleurs. Oui, il en restera toujours. Oui, ça peut fonctionner. Mais intellectuellement, écologiquement, etc., c'est une hérésie de ne pas fractionner, de ne pas se dire ouais, mais s'il fait sec, s'il fait sec au 1er mars et qu'il ne tombe jamais d'eau avant l'été, que ta plante elle ait eu 180 unités ou 0 unités, vaut mieux que tu en aies mis 0, parce que de toute façon, ton rendement, ce n'est pas l'azote qui fera le rendement. Donc il faut connaître cette efficience azotée. Moi, je trouve ça hyper important. En plus, plus vous allez mettre un gros apport, moins ça va être valorisé. Et c'est cette image-là, je passe très vite, mais c'est cette image-là qui le montre très clairement. C'est-à-dire que plus vous apportez un gros apport, moins l'efficacité est... En fait, il y a une réorganisation de l'azote dans le sol que vous apportez, et après, il faut que ça soit l'activité biologique du sol qui vous restitue l'azote à la plante, etc., au fur et à mesure. Et ce n'est pas dit que ça soit sur le blé qui était en culture à ce moment-là. Les phytos, si on veut utiliser mieux des phytos, la première des choses à faire, c'est d'utiliser dans des bonnes conditions. Ça, c'est le b.a.-ba. Si on traite la nuit, ce n'est pas pour se cacher des autres, c'est pour passer dans des bonnes conditions. Si vous avez une humidité relative de 60% et que vous êtes à 1 mètre de la cible, votre rampe à 1 mètre de la cible, 20% du produit n'arrive pas à la cible. Oui, parce que moins d'humidité, c'est une gouttelette d'eau, ça fond. Alors si en plus vous faites des fines gouttelettes parce que vous avez une pulvérisation que d'un point de vue matériel, vous êtes mal réglé, etc., on peut avoir des pertes dans l'atmosphère comme ça. Et ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Les couverts végétaux, on achète de la semence de couvert végétal. C'est suffisamment cher pour déjà espérer avoir de la bonne semence et ensuite ne pas faire de conneries, c'est-à-dire faire en sorte de connaître ce tableau-là, pas par cœur, mais de se connaître au moins cette notion de rémanence de produits phyto, c'est-à-dire qu'il y a des produits phyto de désherbage qui ont, de manière pragmatique, concrète, des dates limites d'utilisation dans la parcelle si on veut faire un colza derrière ou un couvert végétal, par exemple. Donc là, on était sur utiliser mieux. Maintenant, si on utilise moins. Tout à l'heure, on avait parlé du phosphore. Le revoilà ici.
Le phosphore, les apports de triple 13, donc au printemps en surface, ce n'est pas pour la culture en place. C'est pour engraisser la mine du sol qui est là, pour les cultures suivantes, etc. Il a un taux de déplacement tellement faible, le phosphore, que la bille de phosphore en surface ne sera pas utilisée pour la culture en place. On positionne tout engrais phosphaté à proximité de la graine. Il n'y a pas d'autre solution, ou à proximité des racines, mais pas en surface au printemps dans une céréale d'automne en place. Il y a eu des abacs là, quand l'azote a bondi il y a 2-3 ans. Là. Il y a eu des abacs technico-économiques entre, en abscisse, le prix du blé, en ordonnée le coût à l'unité de l'azote. Et en fait, l'idée, c'est de se retrouver dans cette zone-là pour se dire, bon, bah, si je veux, en fait, si j'ai un coût de l'azote à tel prix, par exemple, j'ai un coût de l'azote à 1 euro, mon unité d'azote vaut 1,20 €, eh bien, il me faut un blé pour être à l'équilibre, il me faut un prix du blé à 210 €, par exemple. Si j'ai mon prix du blé qui chute qui perd 20 €, il faut que je mette moins 6 unités pour rester dans le technico-économique. En blanc, c'est l'air de dire, bon, bah, si vous changez cette variabilité d'unité, ça ne va rien changer sur votre rendement. Il faut faire attention, mais on peut se servir. Autre point, on achète mieux et utile. C'est un collègue qui m'a envoyé, sa facture, et il me dit, je paye ça 12 € le litre. Au même moment, je vais sur un site internet de commerce en ligne, et c'était à 6 € le litre. Tu en as acheté combien? 130 litres. Tu aurais gagné 780 € avec un clic sur internet à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que telle entité sont des voleurs ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout mon propos. Ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise, quand on est agriculteur, on se doit de regarder la concurrence. On ne doit pas faire confiance aveugle à quelqu'un qui nous vend quelque chose. Acheter mieux utile. Souvent, on va nous poser la question, notamment avec les membres qu'on va suivre chez AgroLeague, qu'est-ce que tu penses des semences certifiées, des semences, etc., etc. Bon, c'est une histoire qui m'est arrivée cette année. C'est-à-dire que je fais de la multiplication pour un organisme, la multiplication de semences pour un organisme. C'est du blé améliorant. Donc, il y a une prime de multiplication. Elle est ici. La prime de multiplication elle est de 180 € par hectare. Vous dites, chouette, 180 € par hectare. Moi, quand je fais ma semence certifiée, ça me coûte, c'est où que j'ai mis 60 € de l'hectare. Quand j'ai reçu la facture de la semence certifiée de l'organisme, ça me coûte 260 € par hectare. Eh bien, rien que d'acheter le prix de la semence à l'organisme, ça me bouffe la prime de multiplication. Après, j'ai fait un détail, en soi-disant que les semences G4 sont un peu plus productives, donc je lui ai rajouté 2 quintaux, que l'idée de multiplier de la semence de blé améliorant, c'est notamment, tu n'as pas à avoir la protéine. Moi, ce qui m'embête dans du blé améliorant aujourd'hui, c'est de mettre beaucoup d'azote. Donc là, je n'ai pas à jouer sur la protéine, donc ça me va. Donc du coup, comme il y a la prime variétale, à la fin, la marge brute en soi, parce que je mets moins d'engrais, là, 225, bah je n'ai pas à jouer sur la protéine. Voilà, ça me permet de dégager une marge brute supérieure. Mais j'ai trouvé ça fou que ma prime de multiplication, le travail que vous faites en multiplication,
soit bouffé par le surcoût de la semence. Donc, il faut faire attention à ça. Au niveau, pour réussir ces couverts, oui, c'est un peu entrecoupé, mais pour réussir ces couverts, etc., il faut que vous réfléchissiez vraiment à ces points-là. Je ne vais pas y revenir, les couverts, vous les avez vus, etc. On va chercher à avoir un juste retour sur investissement. Et il ne faut pas oublier que les couverts végétaux, ce n'est pas la première année que vous allez réussir les mieux. Il y a un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que c'est d'année en année. Moi, des fois, ça n'a pas fonctionné, puis des fois, ça fonctionne. Et après, on se rend compte que plus ça fonctionne, plus ça fonctionne, plus ça fonctionne. C'est cool. En fait, avec les couverts végétaux, c'est ça qui est dur aussi pour ceux qui n'en font pas ou qui ont peur d'en faire, c'est que c'est une nouvelle culture. Il faut considérer ça comme une nouvelle culture. Ce qui fait qu'il y a des besoins agronomiques, il y a des capacités, de gestion aussi du couvert à avoir, etc. D'où l'idée aussi de se faire accompagner, pour avoir un regard extérieur. Il ne faut pas vendre du rêve, c'est joli en bas à droite. Ça, c'était en 2017, c'est des résultats sur ma plateforme de couverts végétaux. On a des grosses biomasses et tout. Ce n'est pas tous les années comme ça. On mesure le bénéfice et risque, etc. Et donc, je m'étais amusé à mesurer les valeurs fertilisantes en fertilisant de mon couvert végétal. Il y avait des plantes comme le tournesol ou le radis chinois où on arrivait sur des 600 € en valeur fertilisante de capter par la biomasse aérienne. Pas la biomasse racinaire, mais la biomasse aérienne. C'était énorme. En valeur à l'époque, aujourd'hui, ça doit valoir la même biomasse aujourd'hui, captée par le couvert, ça doit être équivalent à 1 000 € d'engrais, quoi. Parce qu'en 2017, les prix étaient quand même inférieurs à aujourd'hui. Sachez qu'un point de matière organique, c'est 2000, 3000 unités d'azote. Donc de l'engrais, il y en a dans nos sols, par hectare, j'entends. Le tout, c'est quelle machine je mets en route pour activer tout ça et que ça soit fluide, que ça recycle, etc. Une petite étude qui avait été faite chez AgroLink notamment, où on demandait le coût des semences à l'hectare pour 150 grains. Et on voyait bien que la semence de ferme était 3 fois plus économique que de la semence achetée. Ensuite, voilà, on est toujours pareil. Si on multiplie par 2 la densité, automatiquement, on a toujours ce rapport. Et puis, voilà, pour acheter mieux et utile, voilà, c'est parce qu'on va vous dire, par exemple, on a une préconisation de semer dense un couvert végétal. Si on veut contrecarrer certaines problématiques, quand vous semez un blé, qui sème ici un blé à 100 grains au mètre carré? Je vous pose la question. Hein? Vous semez un blé à combien de grains au mètre carré? Combien? 350? Qui c'est qui dit mieux? 350. Mathias, il dit 400? À peine 400. D'accord. Est-ce que tu sais combien de grains au mètre carré tu sèmes de ton couvert végétal? Hein? 1000? Oh. Quand on est dans la plaine, semer 150, 200 grains au mètre carré, c'est le grand maximum. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de semer une culture à la bonne densité, mais on n'est pas capable de semer un couvert à la bonne densité. Parce qu'on a l'impression qu'un couvert nous coûte. Mais quelques diapos avant, je vous montre qu'un couvert peut aussi capter, faire rentrer dans un cycle de recyclage presque 1 000 € d'éléments fertilisants. Donc un couvert, ça ne coûte pas. Un couvert, ça sert à entretenir votre cycle de recyclage. Et un couvert, ça sert à éviter les pertes dans l'environnement. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. Dernier point, comment on fait pour vendre mieux sa production? Alors c'est un petit calcul qui... Donc moi je produis de l'orge brassicole et j'ai pris les prix hier soir, au 20 février. La caractéristique de l'orge brassicole, c'est qu'il y a un critère de qualité qui est le calibrage. Et pour qu'elle soit dite brassicole, elle doit avoir un diamètre. En fait, elle ne doit pas passer à travers d'une grille qui fait 2,5 mm de large. Si ça tombe en dessous de 2,5 mm,
c'est classé comme orgette. Et l'orgette, en soi, de manière qualitative, c'est comme de l'orge fourragère. Sauf qu'en orgette, comme chez l'organisme stocker, il y a du triage, pour eux vendre du calibrage, il y a une décote de 40 à 50 € entre l'orgette et l'orge fourragère. Ça veut dire qu'ils ne nous payent pas l'orge brassicole inférieure à 2,5 au prix de l'orge fourragère, ils nous la payent au prix de l'orgette. Donc je me suis amusé à calculer en fonction du pourcentage d'orgette, quand est-ce qu'il fallait passer, plutôt arriver à la coopérative ou au négoce en disant bah, c'est pas de l'orge brassicole que j'ai, mais de l'orge fourragère. Et bien grosso modo, à ces prix-là au 20 février, c'est quand on est entre 35 et 40% d'orgette, c'est-à-dire qu'on a une orge calibrée à 60-65%, que faites-vous pas chier. Hein. Dites que c'est de l'orge fourragère. Donc ça, je trouve ça important aussi de bien prendre ça en compte. Alors là, c'est l'exemple avec de l'orge brassicole, mais de bien prendre ça en compte pour se dire, parce que 100% d'orge brassicole, vous ne le faites jamais. Donc j'en ai sorti un graphique. Si vous avez un écart de prix, par exemple, de 20 € entre l'orge brassicole et de la fourragère, vaut mieux à 30% d'orgette, vaut mieux passer en fourragère. Si vous avez un écart de prix de 60 € entre la brassicole et la fourragère, il faut vraiment que vous ayez là une orge de merde, une orge brassicole de merde. Donc c'est-à-dire qu'elle soit en orgette à 80% pour la passer en fourragère. C'est ce qu'on appelle un seuil de bascule. Autre chose, bah, si l'organisme stocker peut trier, peut-être que je peux le faire aussi à la ferme. Et donc je me suis amusé à me dire, selon le pourcentage d'orgette que j'avais dans mon tas d'orge, si je triais, donc ça c'est sans triage, voilà, si j'ai 50% d'orgette, ça me fait un prix moyen à 167 €. Et si je trie, ça me fait un prix moyen à 190 €. Bah oui, parce que j'ai la moitié brassicole, la moitié fourragère. J'ai alloté en deux. J'ai augmenté de 13% mon prix de l'orge, parce que j'ai fait une manip. Si tu as l'outil à la ferme, même un petit outil, tu vois, c'est le genre de choses qu'on ne pense pas forcément. Mais des fois, dans des plans d'installation, des choses comme ça, il y a des outils. On pense tout de suite au tracteur, au semoir dans la transition, mais pourquoi pas essayer d'améliorer son outil de production pour mieux valoriser. C'est important. C'est des choses que moi, à titre personnel, je n'ai pas forcément pensé initialement. Si j'avais eu par exemple, en formation initiale, si j'avais eu cette démonstration, j'aurais peut-être réfléchi mes investissements différemment. Une petite comparaison d'itinéraire technique. Vous l'aviez déjà vu dans une précédente classe virtuelle. Cette année, entre mon voisin et moi, je sais ce qu'il a mis en soi, dans ce qu'il a fait comme charge dans son champ par rapport à moi. Je connais son rendement. Il avait fait 2 quintaux de plus que moi dans son colza. On avait semé le même jour. Ce qui est important, c'est pas qui fait mieux, qui fait quoi. C'est pas ça, on s'en fout. C'est que entre le labour où on regarde le rendement net, qui pourtant en rendement brut est supérieur au mien, on voit que c'est moi, à la fin, avec un prix de colza à 450 €, en rendement net, qui finit par gagner parce que les charges de production sont inférieures. D'où l'utilité de comprendre le cycle de l'azote, etc., etc. C'est pour gagner en rendement net. Si vous utilisez mieux, moins, et vous achetez mieux, et qu'en plus, en rendement net, vous êtes meilleur, ben vous allez jusqu'à la retraite. Ça vous va? C'est compréhensible?
Dans les comparaisons d'itinéraires techniques, il y a ça aussi. C'était une plateforme que j'avais fait en 2015 en colza, où j'avais comparé selon 4 techniques de travail du sol. Donc labour, TCS, donc c'était au Terrano, strip-till et semi quasi direct. Donc avec un très léger déchômage de paille à l'époque, parce que c'était semé au semoir à disque, et donc je voulais un peu de terre. Avec donc, ces 4 techniques de travail du sol, avec et sans plan de compagne. Donc sans plan de compagne, c'est en marron, avec plan de compagne, c'est en vert. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que plans de compagne, quand elles sont présentes, permettent d'être soit quasiment neutres, soit d'améliorer, d'aller chercher 1 à 2 quintaux. Et qu'est-ce qu'on voit? Quel que soit le travail du sol, on est à l'identique en rendement. Pour cette année-là, dans ce contexte pédoclimatique-là, je suis d'accord. Toujours est-il que j'avais fait une plateforme qui faisait au moins 4 hectares, que ça a été mesuré à la batteuse d'expérimentation avec des répétitions, et que ça permettait de dire, si vous implantez correctement un colza, on est capable, donc déjà ça permettait de dire que les plants de compagne ne sont pas néfastes, parce que le rendement autour de 40, presque à 40 quintaux, c'est pas dégueu comme rendement en colza. De 2, quelle que soit la technique de travail du sol, et là c'est pour ça que le colza aussi est intéressant en semi-direct, on est capable de produire autant de colza en labour qu'en semi-direct, à partir du moment où on a les principes de base également. Et donc, après, on avait calculé les charges à l'époque, des différentes opérations, et on avait fait la marge brute. Et on a 150 € de différence entre un labour avec plan de compagne et un semi-direct avec plan de compagne. On a une marge brute supérieure de 150 €. Allez, ça fait 15%, quoi. 10-15%. C'est pas déconnant, quand même. Ça vous donne de l'espoir. Vous n'êtes pas là pour rien. 4e priorité. Bah voilà, vous faites plaisir, vous testez quelques trucs. Vous ne croyez pas au Père Noël. Je vous assure, il n'existe pas. Je peux le dire, je peux passer à la télé, mes enfants savent qu'il n'existe pas. Donc c'est bon maintenant. Donc c'est testé, hein, les biostimulants, et puis vous allez avoir toujours les gens qui pensent que ça fonctionne, les gens qui pensent que ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne dans certains cas, ça ne fonctionne pas dans d'autres, etc. Mais ce n'est pas votre priorité. Dans la transition telle qu'on l'entend, ce n'est vraiment pas votre priorité. Vous ne pouvez pas avoir de transition économique, de transition agronomique sans transition économique, etc., etc. Et oui, en plus, j'ai le regret de vous dire qu'en plus d'être des agriculteurs qui devaient penser au commerce, à la mécanique, à la production, etc., il faut aussi penser à la comptabilité, à la gestion, tout ça. Enfin bon, c'est le plus beau métier du monde, paraît-il.